Alors avec nous, Henri Désiré Zouzi, vous êtes analyste géopolitique et producteur de GT diplomatique, hein, si je le dis bien. Merci encore une fois d'assister, de venir à Washington nous voir. On s'est vu à New York et maintenant on se voit à Washington. Tout le plaisir est pour moi. Super. Et l'actualité oblige, quand on voit Henri, bien sûr, on doit discuter, prendre cette opportunité-là, pourquoi pas, pour discuter un peu ce qui se passe dans le monde. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici aux États-Unis et en RDC. Vous venez particulièrement, vous êtes ce que Jean lui appelle le Magellan international. Merci. Je commence avec la question brûlante, Henri. Le président Félix Tshisekedi estime, d'après beaucoup, que la Constitution de 2006 n'est plus adaptée aux réalités actuelles de la République démocratique du Congo. Selon vous, quels sont réellement les aspects de cette Constitution qui posent problème aujourd'hui, parce que c'est quand même l'actualité? Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'à l'époque, quand cette Constitution a été promulguée, elle avait un surnom. On l'appelait la Constitution des belligérants, ce qui montre bien que le contexte qui a prévalu à sa mise en place était très particulier et qu'il fallait donc trouver une sorte de modus vivendi entre tous les acteurs, toutes les forces en présence pour essayer d'organiser de manière civilisée les relations entre toutes les parties. L'expérience montre que depuis 20 ans, l'exercice a montré ses limites et que par conséquent, année après année, on a pu se rendre compte effectivement qu'il y avait une difficulté de mise en œuvre, d'application, mais aussi d'interprétation. Et je crois que le président a tout à fait raison d'évoquer cette idée d'adaptation. Tout est perfectible et donc il est tout à fait normal que l'on puisse alimenter, en tout cas, et nourrir la réflexion à ce sujet pour essayer de voir dans quelle mesure on peut l'améliorer tout simplement. Et je le disais en titre, vous êtes analyste géopolitique et on voit ce qui se passe en RDC et même ces Congolais qui sont partout dans la diaspora. On sait que le chef de l'État envisage la mise en place d'une commission en 2020, avait déjà commencé en 2025 et que ça continue en 2026 pour préparer au fait cette nouvelle constitution. Quels pourraient être, Henri, les objectifs principaux de cette commission, d'après vous? Comme toujours, c'est de pouvoir réfléchir sur la manière la plus efficace, de pouvoir, je dirais, rendre cette constitution davantage, j'allais dire, conforme à la fois aux aspirations du peuple congolais et pour essayer de doter l'État des moyens les plus efficaces pour pouvoir mener à bien sa mission, tout en protégeant bien évidemment ses concitoyens, en fixant des règles claires, opposables à tous, et qui puissent ne pas faire l'objet de contestations. Il y a bien évidemment des aspects qui intéresseront d'autres. Certains pensent par exemple à la forme de l'État, d'autres pensent évidemment aux différentes dispositions, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des différentes lois sur les entités territoriales décentralisées, les relations entre les institutions, les contre-pouvoirs, bien évidemment, ce qui permettrait effectivement d'avoir une vue à la fois globale, mais aussi, je dirais, précise des défis et des enjeux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés et qui nécessitent pour cela une loi fondamentale qui corresponde véritablement à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je le répète encore une fois, le contexte qui a prévalu à sa promulgation en 2006 était très particulier. Les années ont passé et donc aujourd'hui, il est peut-être temps effectivement de songer à réfléchir sur la manière la plus efficace de l'améliorer. Alors, d'après les experts, deux méthodes sont évoquées pour adapter une nouvelle constitution, un référendum populaire, d'ailleurs, tout le monde en parle, ou un vote au Parlement. Quelle option serait, d'après vous, Henri, selon vous, allais-je dire, la plus légitime sur le plan démocratique dans ce contexte RDC? Et quand on donne la parole au peuple, c'est évidemment le mode d'expression le plus courant et le moins contestable. Encore une fois, mais vous savez, réfléchir sur la manière la plus efficace d'amender, de réformer, ou tout simplement d'élaborer une nouvelle constitution, ça demande quand même un certain niveau de technicité et de compréhension.
de la gestion de la chose publique, des arcanes et des rouages de l'État. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut donc faire confiance à des hommes qui ont véritablement le sens de l'intérêt commun en ligne de mire. C'est ça qui est vraiment important et ça pourra effectivement donner lieu à des discussions à la fois saines et ouvertes sur les options fondamentales qui pourront être levées et qui iront bien évidemment dans le sens de l'intérêt bien compris de nos concitoyens. Henri Desjardins, certains analystes à qui on a parlé, on a discuté cette semaine, estiment que ce projet pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi après 2028. Cette inquiétude vous paraît-elle fondée ou s'agit-il de spéculations politiques? Alors, je ne sais pas s'il faut parler d'inquiétude fondée ou pas fondée. Je rappelle que sous le mandat de Jacques Chirac, par exemple, en France, on est passé du septennat au quinquennat. Et il se l'est appliqué à lui-même. Mais il avait la possibilité, s'il le souhaitait, de se présenter, puisque à partir du moment où cette constitution a été adoptée, en tout cas dans ses grandes lignes, exactement, avec ces amendements-là, il y avait effectivement une remise à plat et une possibilité de pouvoir rentrer cette constitution dans ses effets, je dirais, sa mise en œuvre. Et donc, moi, je ne serais pas choqué, effectivement, qu'il y ait cette possibilité, cette opportunité, mais encore une fois, je crois qu'il faut faire confiance aux législateurs, faire confiance à cette commission qui devra statuer, qui devra le faire en toute indépendance, bien évidemment, et à ce moment-là, nous verrons comment les choses s'articuleront. Ok. Alors, il fallait s'y attendre. Une partie de l'opposition parle d'une tentative de remise en cause à l'ordre constitutionnel. Selon vous, ce débat est-il juridique ou essentiellement politique? Mais on ne peut pas à la fois demander que l'on puisse adapter la Constitution aux réalités d'aujourd'hui et crier au loup lorsque l'on commence à travailler sur cette question-là. Je crois qu'à un moment donné, il faut être cohérent dans ce que l'on veut et considérer effectivement que c'est un travail à la fois collectif qui demandera la contribution de tous, et ce, dans un esprit de concorde nationale, sans arrière-pensée politique. C'est peut-être le plus difficile, mais je pense qu'on pourrait y arriver avec un peu de bonne volonté. Vous parlez d'un accord national, et cette constitution congolaise affirme que le peuple est souverain et peut exercer ce pouvoir par référendum aussi. Dans ce contexte, quelle devrait être la place, d'après vous, Henri, réelle du peuple dans ce processus constitutionnel? Vous avez évoqué en fait les deux modes d'expression qui pourraient, je dirais, concourir à son adoption. Il y a effectivement le référendum qui est une manière très démocratique de pouvoir donner et associer la parole du peuple. Et puis vous avez effectivement, à côté de cette voie référendaire, vous avez ce qui se fait généralement sous d'autres cieux, c'est-à-dire une adoption pure et simple au niveau des deux chambres réunies en congrès. Dans l'histoire, vous êtes sans ignorer, Henri, que dans l'histoire politique africaine, les révisions constitutionnelles sont souvent associées à des enjeux de pouvoir. Comment éviter, Henri, que cette réforme ne soit perçue comme un simple instrument politique? Alors, encore une fois, les mots ont leur importance. Révision, modification, amendement, élaboration d'une nouvelle constitution. Il faut vraiment être très attentif aux mots parce que ces mots n'ont pas la même connotation. Voilà, donc vous pouvez effectuer un travail de ravalement de façade, d'une certaine manière, pour essayer de voir ce qui pose véritablement problème et la manière la plus efficace d'y remédier. Vous pouvez remettre les choses à plat et repartir à zéro en considérant que, effectivement, nous n'avons eu que des problèmes et que, par conséquent, il faut se prémunir contre de mauvaises surprises à l'avenir. Il y a beaucoup de possibilités, mais encore une fois, ce ne sont pas les arrière-pensées qui feront avancer le débat. Je pense qu'à un moment donné, il y a ce moment de vérité au cours duquel chacun devra effectivement participer, contribuer au débat en mettant sur la table les options fondamentales qui, encore une fois, iront dans le sens de l'intérêt bien compris
de nos concitoyens. De la population congolaise. Ma dernière question à ce sujet, c'est quand même une question où je voulais vraiment vous la poser. Pensez-vous, Henri, qu'une réforme constitutionnelle aujourd'hui pourrait réellement renforcer la démocratie et la stabilité en RDC, ou au contraire risque d'accentuer les tensions politiques? Mais encore une fois, c'est un long processus et je pense qu'il faut que l'on puisse aussi avoir, je dirais, la culture comment dirais-je, du résultat. Faisons un état des lieux, essayons de voir où en sommes-nous, voyons quelles ont été les limites, quelles ont été les difficultés, comment y remédier et comment éviter que, pour l'avenir, par exemple, nous ayons des difficultés. Donc c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi sur la table parce que vous avez toujours effectivement des acteurs politiques qui, dans un souci peut-être de positionnement, ont peut-être intérêt à ralentir les choses, à accélérer les choses ou tout simplement à faire en sorte que la situation puisse s'enliser. Je crois qu'il est temps de pouvoir se réveiller, y aller avec un esprit constructif et voir comment est-ce qu'on peut doter ce pays d'instruments, notamment d'une loi fondamentale qui tienne vraiment compte de l'aspiration réelle et de l'intérêt bien compris de nos concitoyens. Merci Henri. À ce sujet, on passe à ma deuxième phase. Je voulais qu'on puisse parler un peu. Vous êtes aux États-Unis en ce moment. La grande nouvelle, on parle de cette guerre en Iran et son impact d'ailleurs. Je pense que des fois on oublie de parler sur l'impact de cette guerre en Afrique. Beaucoup de personnes considèrent la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran comme un conflit du Moyen-Orient seulement. Mais d'un point de vue géopolitique, pourquoi les Africains devraient-ils se sentir concernés par une guerre qui semble géographiquement éloignée du continent? Mais parce que cette guerre va les impacter d'une manière ou d'une autre. Vous savez, le grand problème de l'Afrique aujourd'hui et des Africains, c'est que nous sommes des variables d'ajustement. Cela signifie que lorsque vous avez des rapports de force qui se créent entre partenaires ou entre adversaires politiques, géopolitiques et géostratégiques, vous pouvez utiliser des éléments qui permettent de rétablir un équilibre ou tout simplement de vous donner un avantage. C'est en cela que l'on parle de variables d'ajustement. Et pendant très longtemps, l'Afrique était traitée de cette manière. Il y a eu un moment de bascule très important, c'était en mars 2022, lorsqu'il y a eu ce fameux vote à l'Assemblée générale. Nous étions un mois après le début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Vous avez des pays africains qui ont voté en leur âme et conscience, sans tenir compte des traditionnelles injonctions qui venaient de puissances tutélaires ou de pays qui exerçaient une forme de pression. Ça a été le début de l'émancipation. Et la suite, vous la connaissez, vous avez vu, par exemple, en Afrique de l'Ouest, des pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, défier ouvertement leur ancienne puissance tutélaire. On a vu qu'il y avait un début d'affranchissement par rapport à une sorte de chape de plomb qui s'était, je dirais, installée dans ces différents pays. Aujourd'hui, la question énergétique est sur toutes les lèvres. Vous savez que beaucoup de pays africains sont dépendants, notamment pour certains intrants, pour certaines denrées alimentaires. Vous avez un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour permettre à ces pays de faire face à leurs obligations. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe Persique aura de toute façon des conséquences. Ne serait-ce que en termes de rapport de force, on parle du Sud global, mais ce Sud global aujourd'hui se nourrit aussi d'une coopération entre ces différents pays. Lorsque vous avez malheureusement des pays qui sont en perte de vitesse ou n'ont plus la capacité de pouvoir, je dirais, agir, je dirais, en leur âme et conscience, et puis surtout avec tous les moyens qui sont à leur disposition, vous avez des fronts qui finissent par s'affaiblir. Il y a beaucoup de chantiers qui dépendent également d'un certain nombre de financements, et ces financements proviennent parfois de pays qui sont véritablement volontaires et en pointe pour pouvoir investir massivement sur le continent africain. Une situation de guerre contrarie cette ambition-là, et vous avez effectivement une obligation pour nous, Africains, c'est aussi une leçon que nous devons tirer, c'est de mieux nous organiser et considérer finalement, et ça va vous paraître surprenant que je le dise, mais considérer que finalement cette guerre est peut-être une opportunité pour les Africains de se ressaisir et de se prémunir contre des choses qui ne devraient plus
d'une certaine manière, les prendre ou les tenir en otage. Il n'est pas normal que l'avenir de centaines de millions de personnes dépende d'un missile qui traverse l'espace aérien de plusieurs pays de la région. Il faudrait que les Africains puissent créer les conditions d'une meilleure coopération entre eux. C'est ça, d'ailleurs, le sens de la coopération sud-sud, et cesse de rester arrimé à des calculs qui ne les concernent pas. Et vous savez ce que l'on dit généralement, lorsque vous n'êtes pas assis à la table des discussions, vous êtes au menu. C'est beaucoup plus dramatique parce qu'à ce moment-là, votre sort se négocie ou se traite ailleurs sans que vous ne soyez associé à la décision. Je suis content de parler de ce que l'Afrique doit tirer comme leçon, parce que ce conflit, on l'a vu, s'est rapidement intensifié et affecte aujourd'hui désormais les marchés mondiaux de l'énergie, par exemple, ainsi que les routes de commerce international. Bien sûr. C'est comme ça que l'Afrique... Mais comment décrivez-vous alors l'importance géopolitique mondiale de cette guerre? Alors, vous savez, on considère que le 24 février 2022 a été un moment de bascule dans les relations internationales, avec une vraie fracture géopolitique et stratégique. Il a fallu se déterminer par rapport à l'attitude de la Russie et de son comportement en Ukraine. Je rappelle, la Russie, membre éminent des BRICS, pays doté de l'arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, mais qui viole de manière ostensible le droit international. Donc ça exige un moment de réflexion par rapport à la manière dont on doit percevoir, considérer et apprécier ce type de situation. Et à l'aune de ces enjeux et défis, c'est de voir finalement comment articuler ces relations pour l'avenir, sachant que les règles n'ont pas été respectées, elles ont été violées, et par conséquent, ça nous oblige aussi à pouvoir réfléchir sur la manière la plus efficace de se faire respecter et surtout trouver sa place dans un dispositif qui ne nous laisse pas beaucoup de place généralement pour pouvoir participer au débat et à la discussion. La Russie, aujourd'hui, à l'instar de la Chine d'ailleurs, essaye de prendre pied sur le continent africain, même si la Chine a pris beaucoup d'avance par rapport aux États-Unis et à la Russie, aux États-Unis et à la Russie, mais vous avez quand même une volonté de ces pays de prendre toute leur part dans le processus de développement du continent. Mais il appartient aux pays africains justement de pouvoir se choisir librement leurs alliés. Quelquefois, on leur fait de mauvais procès en considérant que tel rapprochement pourrait nuire à telle ou telle relation, mais en fait, les pays, les États n'ont que des intérêts, et donc il est tout à fait normal que les pays africains aussi puissent se donner les moyens de pouvoir se choisir librement leurs alliés. Très important. Alors, je parlais de l'énergie, mais l'une des conséquences les plus immédiates de la guerre est la perturbation du transport maritime dans le détroit, n'est-ce pas, aérien aussi d'ailleurs, d'Ormuz, par lequel d'ailleurs traverse environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Mais il faut bien préciser que cet approvisionnement concerne essentiellement les pays d'Asie. Donc pas du tout l'Afrique. Marginalement, parce que en fait vous avez parce que Chine, moi c'est là où je voulais comprendre. Vous avez la Chine et l'Inde qui sont beaucoup plus impactés, comment cela ainsi que le Japon. Je voulais comprendre que cela pourrait affecter économiquement à l'Afrique, qui dépend fortement d'ailleurs du carburant importé. Oui, c'est vrai. Mais vous avez quand même des producteurs sur le continent africain. On va pas les citer, enfin on les connaît, on va peut-être le faire. Nigeria. Vous avez effectivement la Libye, vous avez l'Algérie, vous avez l'Angola, bien évidemment. Voilà, c'est une source quand même non négligeable. Et puis, vous savez, les pays ont commencé à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Mais je le répète encore une fois, les fameux 20% dont nous parlons et dont nous entendons parler à longueur de journée, impactent principalement les pays d'Asie, du Sud-Est, au premier rang desquels l'Inde, la Chine, bien évidemment, et le Japon et la Corée du Sud, encore que ces deux derniers ont réussi à trouver d'autres alternatives. D'accord. Alors, on parle de l'impact de cette guerre en Afrique. La hausse des prix du carburant entraîne souvent aussi une augmentation de coûts de transport et de l'alimentation. C'est mécanique. Exactement. Cette guerre pourrait-elle déclencher, Henri, une nouvelle vague d'inflation dans les économies africaines, déjà confrontées à la dette, on le sait très bien, et aux défis de la reprise post-pandémie, encore de la Covid
Oui. 19. Hein, oui, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça va aussi donner des idées à des pays de pouvoir mener ce que l'on appelle non pas des guerres préventives, mais des guerres préemptives. Oh, c'est-à-dire que là, vous prenez en fait les devants, vous supposez que vos intérêts vitaux sont menacés et vous veillez en amont à ce que ces intérêts soient préservés. Et ça peut prendre la forme de n'importe quelle opération. On voit d'ailleurs le Rwanda qui se comporte un peu de cette manière depuis plusieurs années en utilisant des prétextes fallacieux pour justifier sa présence. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, vous avez des pays qui pourraient effectivement s'en inspirer et considérer qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un problème, vous le résolvez, ça va faire hurler dans un premier temps, mais après les choses rentrent dans l'ordre. Parfois, je parle de transgression dans les relations internationales parce que ce sont des actes souvent qui ont une connotation unilatérale, qui bousculent les certitudes des uns et des autres et qui ont, malheureusement, il faut bien le dire, le mérite de faire bouger les lignes ou les choses. Ça permet de décanter certaines crises, mais il faut veiller à ce que ces crises-là n'aient pas des conséquences imprévisibles, voire incalculables. Mais encore une fois, nous sommes maintenant dans un monde où, il faut bien le dire, la violence est devenue le principal mode d'expression dans les relations internationales. La brutalité est devenue le mode d'expression le plus courant. Et aujourd'hui, nous glissons progressivement vers une sorte de loi des reins où le plus fort obtient souvent gain de cause. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est important d'encourager en permanence le dialogue, de créer des coopérations renforcées entre les États pour leur permettre de faire face de manière collective aux périls qui pourraient les menacer. Parlons de la situation humanitaire aussi, qui est très conséquence humanitaire, allais-je dire. Des pays comme le Soudan, la Somalie et certaines régions du Sahel font déjà face à des guerres, enfin de graves crises humanitaires. Ce conflit mondial pourrait-il, d'après vous, Henri, aggraver l'insécurité alimentaire et l'instabilité dans ces régions? Mais aujourd'hui, toute l'attention est rivée sur ce qui se passe en Iran, et c'est tout à fait normal, on peut bien le comprendre. Mais le risque, c'est que lorsque vous détournez l'attention vers autre chose, c'est que vous n'êtes plus en capacité de suivre ou de traiter de manière sérieuse un problème qui se pose avec acuité. Et donc c'est là qu'effectivement, me semble-t-il, l'exercice le plus important consiste pour les pays les plus vulnérables de se rapprocher les uns envers les autres pour essayer de développer des mécanismes de protection communs pour qu'ils puissent faire face à des périls qui pourraient les menacer. L'heure de l'attentisme a sonné. Enfin, en tout cas, il faut éviter de sortir de cette posture victimaire et victimisante. Il faut être proactif et ne pas attendre que les solutions clés en main nous viennent d'ailleurs, alors qu'en réalité, nous sommes toujours considérés comme des variables d'ajustement. Il faut changer de statut, il faut changer de paradigme, et c'est à ce prix que nous pourrons effectivement obtenir davantage de respect, davantage de marge de manœuvre pour pouvoir agir en fonction de nos propres intérêts. Parlons de routes commerciales et régions stratégiques. Le corridor de la mer Rouge est l'une des routes commerciales les plus stratégiques d'ailleurs au monde. Si cette insécurité-là, Henri, augmente dans cette zone, quel impact cela pourrait-il avoir sur le commerce africain et les chaînes d'approvisionnement? Ce serait dramatique, effectivement. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas d'extension de ce conflit. Vous savez, on parle souvent des proxys par rapport à ce qui se passe en Iran. Les 2 ou 3 proxys qui sont généralement reconnus au niveau international et qui sont au service de l'Iran, c'est bien évidemment le Hezbollah, qui est cette milice chiite pro-iranienne, mais vous avez aussi les Houthis qui opèrent au Yémen. Or, il se trouve que les Houthis sont plutôt silencieux depuis le début de cette crise. Le Hamas est présumé neutralisé jusqu'ici. Il faut juste espérer que les Houthis ne vont pas se réveiller, parce que dans cette hypothèse-là, si effectivement il y a un mot d'ordre qui venait de Téhéran pour perturber effectivement cette zone, on aura bien évidemment l'Arabie Saoudite qui sera en première ligne, et cela aura des conséquences incalculables. On a d'ailleurs fait un calcul très simple. C'est la portée des missiles qui partiraient du territoire iranien.
Là, vous en avez qui peuvent atteindre sans difficulté l'Éthiopie, la Somalie. Là, vous avez des missiles qui ont une portée moyenne, environ 2000 à 3000 kilomètres, ce qui déjà en soi est une vraie menace par rapport à la stabilité de cette zone du continent africain. Donc, il faut vraiment veiller à ce qu'on ne soit pas dans une logique d'embrasement, parce que là, pour le coup, les conséquences seraient incalculables, sachant par ailleurs que les pays africains sont très peu préparés à ce type de situation et que par conséquent, les solutions les plus évidentes viendraient forcément des pays occidentaux, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Vous avez parlé, Henri, de la Chine, la Russie, pendant qu'on est en train d'échanger ici. Et alors, à mesure enfin, que les tensions augmentent aujourd'hui, certains pays africains pourraient subir des pressions diplomatiques pour s'aligner sur certaines puissances mondiales. Cette guerre pourrait-elle contraindre, allais-je dire, les États africains à choisir un camp, d'après vous? Parce qu'on a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie aussi. Écoutez, c'est très compliqué parce qu'en fait, jusqu'ici, on n'a pas beaucoup entendu les pays africains et encore moins l'Union africaine sur cette question. C'est vrai. Il y a une vraie difficulté à se déterminer par rapport à ce qui s'est passé dans un monde où, je l'ai dit, la brutalité et la force sont devenus les principaux modes d'expression. Mais si je me réfère au précédent de l'Assemblée générale en 2022, au moment du vote sur le début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, on a vu des pays africains voter en leur âme et conscience, certains s'abstenir ou d'autres ne même pas se déplacer. Ouais. Lorsque l'on se choisit librement ses alliés, il faut aussi en subir les conséquences. C'est de bonne guerre dans un monde où on n'oublie pas les alliances qui sont nouées. Puis n'oubliez pas aussi que ce n'est pas parce que vous êtes allié que vous agissez forcément pour le bien de votre allié. C'est encore une affaire d'intérêt et nous verrons comment la situation pourra évoluer. Puis vous savez, il y a tellement de conflits actuellement sur le continent africain, d'autres latents, certains majoritairement d'ailleurs qui sont en cours et qui ont beaucoup de mal à être résolus parce que justement l'Afrique n'est pas encore arrivée à cette maturation lui permettant de pouvoir créer les conditions d'une paix durable sur les différents foyers de tension. Alors, j'ai peut-être deux autres petites questions. L'avenir de l'ordre mondial. Si l'on considère, Henri, les positions de la Chine, de la Russie, de l'Europe et des États-Unis, cette guerre pourrait-elle accélérer l'émergence d'un nouvel ordre mondial, enfin, qui serait un peu partout, quoi. Enfin, je veux dire, multipolaire, si je peux le dire ainsi. Quand vous prenez le Conseil de sécurité, vous prenez les membres permanents, les 5 membres permanents, vous en avez 2 qui, par leurs agissements, ont énervé certaines dispositions de la Charte des Nations Unies. Ça. Très clairement. Mais vous en avez un qui est en embuscade, c'est la Chine. Et ce statut très particulier est peut-être, dans le cadre de la résolution de ce conflit, une piste à explorer. Parce qu'au fond, la Chine, aujourd'hui, qui est un mastodonte sur le plan économique et militaire, a, à mon sens, des arguments à faire valoir. D'abord, je l'ai évoqué tout à l'heure, les 20% du pétrole mondial qui transite par le détroit d'Ormuz, généralement suivent le chemin de la Chine et d'autres pays de la zone, ce qui montre bien la dépendance de la Chine par rapport à cette situation. Une crise qui durerait, contrarierait sérieusement et compromettrait les ambitions de la Chine. Donc il est dans l'intérêt de la Chine de prendre les devants. Je rappelle par ailleurs que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont accueilli ces 2 dernières années une dizaine de pays, parmi lesquels l'Iran, le Qatar, mais également l'Éthiopie, l'Algérie, pour ne citer que ces pays-là. Mais on ne les a pas entendus depuis le début de l'offensive. Il n'y a pas eu de position commune, alors que l'un d'eux fait l'objet aujourd'hui de bombardements, même si ce même pays réplique en mettant dangereusement en cause la stabilité dans les monarchies pétrolières notamment. On ne les a pas entendus.
Donc il faut aussi se poser des questions et on voit très bien finalement que nous sommes véritablement dans un monde de multi-alignement. Cela signifie que vous pouvez appartenir à une même organisation mais ne pas forcément partager les mêmes options. Lorsque vous regardez la question palestinienne, on a vu au sein des BRICS, par exemple, il n'y avait pas d'unanimité sur la manière la plus efficace de sortir de cette crise-là, chacun y allant de son interprétation, parce que vous avez en interne des rivalités. Vous avez la rivalité Inde-Chine sur certains dossiers, qui fait que ce positionnement-là, en fait, est beaucoup plus lié à la conjoncture. Et chacun essaye d'avancer ses pions en fonction de ses propres intérêts. Ce qui montre bien que, finalement, cette alliance de circonstances n'est qu'une réponse à une hégémonie occidentale qui jusqu'ici a été symbolisée notamment par les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire, Banque mondiale. Aujourd'hui, avec cette alternative des BRICS, on a un monde qui est un peu plus équilibré. Je rappelle que 60% du commerce mondial vient de ces pays-là, des BRICS, on assiste à une vraie redistribution des cartes. Oui, mais pour que cette organisation puisse avoir une dimension politique, il faut qu'elle puisse être en capacité de faire taire ses rivalités, ce qui est très difficile dans un monde où chacun essaye d'avancer ses pions. Prenez l'exemple de l'Afrique, où tous les BRICS, tous les membres, la plupart des éminents membres des BRICS, à commencer par l'Afrique du Sud, qui est première puissance économique du continent. Vous avez la Russie qui opère sur le continent africain, d'abord sous couvert de Wagner, maintenant sous couvert de l'Africa Corps. Vous avez l'Inde qui est plutôt bien implantée, et puis vous avez la Chine qui a pris beaucoup d'avance sur un certain nombre de dossiers, qui est le plus grand investisseur direct étranger sur le continent. Et donc, chacun veille à son statut, chacun veille à ses intérêts, et chacun veille à ce que sa voix demeure prépondérante dans un monde en crise, et chacun a aussi intérêt à ce que son adversaire le plus immédiat soit affaibli, et ce qui montre bien que c'est assez difficile de pouvoir arriver à une position commune sur un dossier comme celui-là. C'est ce qu'on dit à Abidjan, qui va se négliger? Personne ne veut se négliger, bien sûr. Ma dernière question, Henri. Si des millions d'Africains risquent de subir les conséquences économiques et humanitaires dont on est en train de discuter ce soir, d'une guerre qui n'ont même pas déclenché, quelle responsabilité les grandes puissances mondiales ont-elles envers le Sud global? Vous savez, ce qu'il y a de très commun et de très courant aujourd'hui, c'est d'éluder sa responsabilité. On a vu des interventions internationales ces dernières années dans des pays comme la Libye, l'Irak, l'Afghanistan et autres, et où on a vu ensuite une situation de chaos généralisé s'y produire. Je suis pas certain qu'il y ait, dans l'analyse de la situation de ces crises, une vraie volonté de pouvoir endosser pleinement sa responsabilité. Et c'est malheureusement aujourd'hui notre lot quotidien dans un monde où la loi du plus fort est devenue la règle, où la violence et la brutalité sont devenues des nouveaux modes d'expression. C'est pour cette raison qu'il faut impérativement développer des mécanismes de solidarité sur des dossiers importants comme par exemple le réchauffement climatique, où vous avez effectivement les pays africains qui attendent désespérément que les conclusions de la COP de Paris puissent produire ses effets. On attend toujours les 500 milliards promis, mais on ne va pas attendre éternellement que ces 500 milliards arrivent. Les pays donateurs et pollueurs ont leurs propres problèmes. Il faut que nous puissions, nous aussi, en tant qu'Africains, trouver des mécanismes. N'attendons pas que les solutions viennent de l'extérieur. Essayons de réfléchir sur la manière la plus efficace de développer nos propres réseaux de solidarité. Et à ce moment-là, nous verrons comment nous pourrons avancer en fonction de nos intérêts, mais aussi en fonction des enjeux et défis qui nous sont imposés. Henri Desiré-Zozi, je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et producteur du JT diplomatique. Merci pour le temps. Merci infiniment. Merci. Merci.